Bonsoir Elisabeth Bonsoir. Borne, merci beaucoup de répondre à nos questions ce soir dans cette soirée exceptionnelle. Madame la Première ministre, après ce docu-fiction, je le rappelle, réalisé avec des experts du climat, nous avons proposé deux scénarios. Le premier scénario est un scénario qui montre que l'humanité est sauvée en 2050 avec un réchauffement limité à 1,7 degré au prix d'efforts importants, voire considérables. Un changement de société assez radical. Le deuxième scénario montre une planète étouffée par le carbone et une vie en pointillé, avec des catastrophes climatiques et des pénuries d'énergie quotidiennes. Alors, quel scénario préférez-vous? Ou alors, quel est celui qui vous paraît le plus plausible? Alors d'abord, moi je peux vous dire qu'on est déterminé à agir pour éviter le deuxième scénario. Mais peut-être de façon générale, vous dire que je trouve que c'est très intéressant et très utile de montrer ces deux scénarios. D'abord pour accélérer la prise de conscience, même si je pense qu'avec l'été qu'on a vécu, avec les canicules, sécheresses, les incendies, la prise de conscience, elle est, je pense, très forte chez les Français. Mais en tout cas, je pense que c'est important et que votre scénario, si on n'agissait pas, est crédible. Oui. Il n'est pas trop tard d'ailleurs pour le premier scénario? Non, je pense qu'aujourd'hui, on a les cartes en main pour éviter ce scénario dont personne ne peut vouloir. Peut-être un deuxième point, c'est ce que montre votre deuxième scénario, c'est qu'il faut absolument éviter le rejet, le blocage par des mesures qui donneraient l'impression à une partie de la population d'être mis en impasse. Donc le défi, c'est de répondre à la hauteur, de prendre des mesures fortes et en même temps de ne pas fracturer la société, de ne pas laisser des gens sans solution. On va regarder le détail des mesures dans un instant, mais d'abord, quand on regarde le scénario 1, est-ce qu'il vous donne envie? En fait, ce scénario, je pense qu'il a le mérite de montrer qu'il faut des transformations radicales. Et moi, j'en suis convaincu, il faut changer notre façon de produire, de consommer, de nous déplacer, de nous loger. Donc, il faut des transformations très importantes. Là où j'ai une nuance, peut-être, c'est que ce scénario, finalement, renvoie toute la charge sur les citoyens. Et je pense qu'en pratique, il faut mobiliser tout le monde pour effectivement limiter nos émissions de gaz à effet de serre, qu'il faut par exemple décarboner l'industrie. Et ça, les citoyens, ce n'est pas eux qui vont porter la décarbonation de l'industrie. Qu'on doit rénover nos bâtiments publics. Là aussi, ce n'est pas l'affaire des citoyens, c'est notre responsabilité. Mais pardonnez-moi, mais nos déplacements, nos vacances, nos loisirs, tout ça, au fond, ne peut pas continuer comme on le fait aujourd'hui. Est-ce que cette vie-là, telle qu'elle a été décrite, elle vous plaît, d'ailleurs, honnêtement? Moi, je suis convaincu que la transition écologique, il faut la faire, qu'elle appelle des mesures fortes, même des mesures radicales, mais qu'elle nous permet d'aller dans une société où on vit mieux. Et c'est là où j'ai des nuances par rapport à ce qui est présenté, et je le redis, parce que c'est aussi notre responsabilité de proposer des solutions décarbonées, par exemple, pour continuer à nous déplacer avec des voitures électriques. Et peut-être juste sur ce plan-là, tout le monde doit se mobiliser. L'État, les collectivités, les entreprises, aussi les citoyens. Mais il ne faut pas renvoyer aux citoyens la responsabilité de changer leur comportement dans un monde où on n'aurait pas apporté des solutions moins carbonées. Est-ce qu'on va trop loin Et peut-être, c'est vraiment tout l'objet de la planification écologique. Vous savez, c'est ce que le président de la République avait annoncé. Donc, en tant que Premier ministre, moi, je suis chargé de la planification écologique, précisément pour s'assurer qu'on agit dans tous les domaines de façon suffisante, que chacun prend sa part et qu'on ne renvoie pas sur les citoyens toute la responsabilité de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On est tellement en retard. Regardons les chiffres. 1,2 degré déjà aujourd'hui, en 2022. L'année 2022 qui est aussi une année record en émissions de carbone dans le monde. Alors d'abord, il faut agir à toutes les échelles aussi. Et c'est tout l'enjeu. Parfois, j'entends certains qui nous disent les COP, ça sert à rien. Ben si, ça sert à quelque chose, parce que c'est tous les pays qui doivent baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Et puis, effectivement, il faut accélérer. Vous savez que dans le précédent quinquennat, on a réduit les émissions de gaz à effet de serre 2 fois plus vite que dans les quinquennats d'avant, à l'échelle nationale.
Et là, notre engagement, c'est d'aller à nouveau 2 fois plus vite. Donc il faut agir dans tous les domaines et c'est bien ce que moi je porte au travers de la planification écologique. Vous trouvez qu'on va trop loin quand on imagine le tout-train, quand on imagine la fin des liaisons aériennes, par exemple, intereuropéennes? C'est ce que vous êtes en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que la responsabilité qu'on peut avoir en tant que gouvernement avec les entreprises, c'est par exemple de décarboner l'aviation. Je ne dis pas qu'il faut prendre l'avion tous les 4 matins, je dis en même temps que le scénario dans lequel on voit le jeune qui n'a pas pu aller à Athènes, moi je souhaite demain que notre jeunesse puisse continuer à se déplacer en Europe et que pour ça, pour que ce soit possible en tenant nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut développer un avion bas carbone, un avion zéro carbone. Et c'est bien l'engagement qu'on a pris d'avoir un premier avion zéro carbone ou bas carbone en 2030. Donc c'est aussi notre responsabilité d'apporter des solutions pour qu'on puisse continuer. Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas changer nos comportements et notamment sortir du tout jetable, aller vers le réemploi, le réparable. Je suis convaincu que c'est important et j'ai du reste porté une loi qui visait à aller dans ce sens dans le précédent quinquennat. Mais en même temps, il faut aussi qu'on assume notre responsabilité de proposer d'autres solutions qui nous permettent de continuer à vivre en émettant moins de gaz à effet de serre. Donc vous donnez un peu raison aux Français qui, dans un sondage ELAB pour BFM TV ce matin, disent « Oui, on est prêt à faire des efforts, mais pas dans n'importe quel domaine. » Par exemple, pour la voiture, on voit qu'il y a encore vraiment énormément de réticence. Les Français sont opposés à des limitations strictes de vitesse sur autoroute ou même sur nationale. Ils sont contre l'interdiction de vendre des voitures thermiques qui seraient anticipées. Par exemple, l'interdiction des ventes de voitures thermiques en 2025, ça n'est tout simplement pas possible. L'Europe s'est fixé un objectif ambitieux d'arrêter la vente des véhicules thermiques en 2035. C'est déjà contesté. Mais c'est extrêmement ambitieux et ça suppose que nos constructeurs mènent des transformations énormes. Ça suppose évidemment qu'on accompagne les salariés et qu'on les forme pour demain pouvoir produire les voitures électriques, parce qu'il ne s'agit pas non plus de passer à la voiture électrique avec des voitures importées de pays dans lesquels on respecte moins bien l'environnement que ce qu'on peut faire en Europe et en France. Vous dites que même 2035, on n'y arrivera pas? Non, je dis qu'en 2035, c'est ce que dit Thierry on va y Breton, arriver. le commissaire européen, vous l'avez entendu. Non, je dis qu'en 2035, il dit que ça va être très compliqué d'y arriver. On va y arriver, mais que 2025, pour le coup, ça n'est pas possible. On ne va pas produire 1 million de voitures ou 1,5 million de voitures dans 3 ans. Et on ne va pas non plus laisser une partie de la population. Et quand je vous dis qu'il faut faire attention de ne pas placer des gens dans l'impasse, dans notre pays, il y a des gens qui n'ont pas le choix et qui ont besoin de leur voiture. Donc il faut à la fois développer des solutions alternatives à la voiture, développer des mobilités propres, développer des transports en commun, développer du transport ferroviaire, permettre de développer du covoiturage. Mais en même temps, il y a aussi une partie des Françaises et des Français qui ont besoin de leur voiture tous les jours et auxquels on ne va pas dire en 2025, on ne vend plus de voitures thermiques, donc on ne vend plus de voitures. Est-ce qu'il faut, Madame la Première ministre, pour avancer, pour accélérer, c'est le mot que vous avez utilisé, est-ce qu'il faut des mesures chocs et contraignantes? Je Il faut pense, assumer ça. Mais des mesures contraignantes, quand on dit interdiction des ventes de véhicules thermiques en 2035, c'est une mesure contraignante. Quand on dit, par exemple, moratoire sur les centres commerciaux, ça a été voté dans le précédent quinquennat, c'était une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, c'est moratoire sur les nouveaux centres commerciaux. Je peux vous donner un autre exemple, interdiction de la location des passoires thermiques en 2028. C'est une mesure forte, une mesure contraignante pour que les propriétaires accélèrent la rénovation des logements. Mais il faut aussi accompagner tous nos concitoyens pour que cette transition écologique soit soutenable pour tout le monde. Et je vous dis, en évitant de diviser le pays avec une partie de la population qui se dit « mais moi, j'ai plus de solution ». Madame la Première ministre, parmi les solutions, il y a baisser la vitesse sur les routes. Tout le monde dit, tous les experts disent que c'est la mesure la plus simple. On passe à 110 km/h, ça fait 20% d'émissions en moins. Pourquoi ne pas prendre cette mesure simple rapidement? Je pense en effet que quand on passe de 130 à 110 km/h, on réduit de 20% sa consommation. Et du reste, dans le cadre du plan sobriété qu'on a présenté il y a quelques semaines, pour les fonctionnaires de l'État,
on leur a demandé de limiter leur vitesse à 110 km/h quand ils utilisent des voitures de service ou de fonction. De là à imposer aux Français, je pense que ça n'est pas la bonne voie. Et je pense qu'on a aussi des gens qui ont besoin de se déplacer sur autoroute et qui peuvent avoir des contraintes de temps. Donc moi, je pense que c'est important d'informer sur les économies qu'on peut faire en roulant moins vite, sur l'intérêt que ça peut présenter pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais on ne peut pas fonctionner à coup d'interdiction. C'est trop impopulaire, il faut le dire. Mais ça, je pense la réalité. vous savez, votre deuxième scénario, il montre que si on n'est pas attentif à embarquer tout le monde, à un moment donné, on n'avancera pas. Et mais donc, vous dites qu'il faut des mesures radicales, et quand on essaye d'aller dans le concret, à chaque fois... Des mesures radicales, je vous dis par exemple, interdiction de la location des passoires thermiques, c'est une mesure radicale qu'on a prise. Mais je ne suis pas pour qu'on empile des mesures contraignantes sur nos concitoyens, et je pense que chacun doit prendre sa part. Je vous dis, l'État, les collectivités, les entreprises. Moi, j'étais ce matin dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où on va agir ensemble, l'État, la région, les départements, les communes, pour proposer, par exemple, des solutions de mobilité alternatives à la voiture, pour développer le transport ferroviaire, pour accélérer la rénovation des logements, mais c'est aussi à nous de prendre cette responsabilité sans renvoyer tout sur les Françaises et les Français. Vous assumez de sponsoriser, en quelque sorte, certaines énergies fossiles avec les ristournes dans les stations-service, ristournes qui ont duré des mois, finalement, et qui ont permis à des millions d'automobilistes de trouver de l'essence moins chère, certes, mais quel message vous envoyez? Alors, je ne peux pas vous dire que ce soit effectivement très satisfaisant de subventionner des énergies fossiles. C'est ce qu'on a dû faire avec la ristourne sur les carburants dont vous parlez. C'est ce qu'on a dû faire dès demain d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'on Ça, a vous nous confirmez, il n'y a pas de prolongation in extremis. Hein. Non, je vous confirme qu'à partir du 15 novembre, on va en effet passer à une ristourne moins importante. Mais vous savez, quand on a mis en place un bouclier tarifaire sur le gaz, qu'on a gelé les prix du gaz en octobre 2021, que j'ai annoncé qu'on prolongeait le bouclier tarifaire pour 2023 avec une augmentation limitée à 15% et un accompagnement des ménages les plus modestes, oui, on est en train de devoir financer des énergies fossiles. Et est-ce que vous croyez qu'on pourrait expliquer aux Françaises et aux Français que le prix du gaz va être multiplié par 5 ? Et est-ce que vous pensez qu'on peut laisser sans solution des personnes qui ont besoin d'avoir une voiture tous les jours pour se déplacer, soit pour se rendre à leur travail, soit par exemple qui sont aides à domicile, infirmières et qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer. Donc moi, je souhaite qu'on propose le plus rapidement possible des véhicules électriques accessibles à tous les Français, mais on ne peut pas, du jour au lendemain, laisser les gens sans solution. Il y a des contradictions quand même. On en a relevé une. Il y a aussi ce qui se passe, on va regarder, c'est juste un exemple, il y en a plein d'autres. À la gare d'Argenton-sur-Creuse, il y a un collectif, des élus qui se mobilisent, ils demandent des dessertes supplémentaires et des horaires mieux adaptés. Ça fait 5 ans qu'on demande des améliorations de notre desserte. Déjà, on voudrait pouvoir arriver à Paris avant 8h30, puisque pour l'instant, 9h30, c'est beaucoup trop tard pour tous les gens qui travaillent. Et un nouveau coup de massue récemment. La grille horaire de l'année prochaine prévoit la suppression d'un train. Le comité passe à l'action. Sur votre acte, Action Stop Train, ça veut dire quoi? On est obligé d'arrêter des trains. Il n'y a pas d'autre solution puisque tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, tous les courriers, toutes les demandes de rendez-vous n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. La gare d'Argenton-sur-Creuse est la seule de la ligne à avoir vu sa fréquentation augmenter ces dernières années. Sur le quai, les voyageurs n'imaginent pas avoir moins de trains. Il faut simplement que cette ville ne soit pas isolée. Ça rend la vie tout simplement impossible parce que pour les gens qui n'ont pas de voiture comme moi, voilà. C'est pas possible. C'est consternant, il n'y a pas d'autre mot. Vous répondez quoi à ces usagers qui veulent prendre le train, mais c'est impossible aujourd'hui? Alors, je ne sais pas répondre précisément dans le cas d'Argenton-sur-Creuse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a triplé les investissements dans le transport ferroviaire dans le précédent quinquennat, qu'on a un programme très ambitieux, et je pense qu'on devra aller plus loin sur le transport ferroviaire pour rénover les réseaux de tous les jours, ceux de la vie quotidienne qu'empruntent les Françaises et les Français. Par exemple, pour se rendre au travail, que pour la première fois, on rouvre des petites lignes. Pendant des années, le réseau ferré n'avait cessé de se réduire et nous investissons
dans 8000 km de lignes dont on va assurer la pérennité. Donc oui, en effet, il faut se mobiliser pour offrir des solutions de transport collectif, de transport ferroviaire. Et je vous dis, on a augmenté les investissements dans le transport ferroviaire. Le travail est en cours. Je n'ai pas de doute qu'il faudra faire davantage, qu'il faut absolument moderniser ce réseau, maintenir des lignes de desserte de la vie quotidienne comme celle dont on vient de parler dans le reportage. Donc oui, en effet, il faut faire plus. Sur la voiture électrique, bon, c'est 1% du parc aujourd'hui, donc il y a énormément de choses à faire. Mais est-ce que là aussi, il ne faudrait pas dire la vérité aussi aux Français? C'est-à-dire que vous pensez qu'on va pouvoir remplacer chaque voiture thermique par un véhicule électrique? C'est ça l'objectif? Alors, l'objectif, c'est qu'on, selon l'endroit où on habite, on n'a pas le même besoin d'une voiture, vous voyez. Et dans le reportage, dans le premier scénario, il y a des voitures partagées pour des gens qui habitent en ville. C'est sans doute une bonne solution. Qu'il faille développer le covoiturage. Christophe Béchu et Clément Beaune, donc le ministre de la Transition écologique et le ministre chargé des Transports, présenteront prochainement un plan pour soutenir le covoiturage. Donc qu'il faille proposer un maximum de solutions alternatives à la voiture, absolument, et c'est ce que nous allons faire. Mais il y a aussi des personnes qui habitent dans des petites villes, dans des bourgs, dans des territoires ruraux, qui ont besoin d'une voiture et pour lesquels il faut qu'on rende accessibles les voitures électriques. C'est l'engagement qu'avait pris le président de la République et qu'évidemment nous allons mettre en œuvre, d'avoir des locations à moins de 100 € par mois pour des véhicules électriques, pour permettre à tous les Français qui en ont besoin d'accéder à ces véhicules électriques. En ce qui concerne la rénovation thermique, on en a parlé rapidement, il y a 7 à 8 millions de passoires thermiques en France. Est-ce qu'il faudrait une rénovation globale de tous ces logements? Il y a plusieurs ONG qui vous interpellent, qui appellent l'État à investir 28 milliards d'euros par an pour accélérer la rénovation énergétique. Selon elles, vous êtes à 5 milliards aujourd'hui. Vous avez refusé 12 milliards d'euros à la rénovation énergétique. Il y avait eu un amendement. On avait vu ce collectif d'ailleurs qui se mobilisait, qui collait, certains manifestants, militants collaient leurs mains à la route pour bloquer par exemple le périphérique. C'était en ce sens-là qu'ils se mobilisaient. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, d'abord parce qu'on est parti de 2 milliards d'euros dans la rénovation énergétique cette année. On augmente de 25% l'an prochain. Et pour faire des rénovations énergétiques des logements, il faut aussi des salariés dans le bâtiment qui puissent faire ces rénovations. Pour faire des rénovations globales, il faut aussi que les occupants des logements acceptent des rénovations globales. Donc, ça n'est pas si simple que ça. Donc, moi, je suis convaincu qu'il va falloir aller plus loin. Mais c'est faux de dire aux Français qu'on peut faire x7. Ça n'est pas vrai. Et par ailleurs, pour dégager ces crédits, les députés avaient proposé de supprimer le bouclier tarifaire. Et donc, là encore, je pense que ça n'est pas possible. Donc, il faut accélérer, il faut proposer une trajectoire ambitieuse et soutenable, et il faut au maximum accompagner. On en est loin. La Cour des comptes dit qu'il manque un pilotage fort et efficace et un service public de l'accompagnement efficient. Alors on a mis en place, on a commencé à la fin du précédent quinquennat à mettre en place des personnes en charge de l'accompagnement de ces rénovations. Je n'ai pas de doute qu'il faut aller beaucoup plus loin, et je pense aussi que... Comment ? Alors je pense, vous savez, aujourd'hui, les ménages modestes ne peuvent pas avoir un reste à payer quand on rénove leur logement. Quand on combine les différentes aides, MaPrimeRénov', des certificats d'économie d'énergie, les aides de la région, du département, de la commune, vous avez une prise en charge qui est quasiment à 100% pour les ménages les plus modestes, mais c'est très compliqué. Donc moi, je souhaite qu'on regarde, et le président de la République en a parlé, si on ne peut pas décentraliser cette compétence pour que les collectivités qui sont le plus en proximité, qui pourront apporter cette offre globale de rénovation, puissent le faire, les moyens de l'État étant mis à leur disposition. On va parler dans un instant de ces actions qui sont parfois un peu rudes, un peu radicales, en ce moment menées par certains mouvements écologiques. Juste avant, sur l'exemple que peut donner l'État, la Première ministre doit-elle continuer à voyager en avion? La Première ministre, elle se déplace dès que c'est possible en train. Mais après, moi, vous savez, il y a des contraintes assez lourdes dans un agenda de Première ministre. Et parfois, il y a un déplacement qui est important.
et sur lequel on ne peut pas faire 3-4 heures de train à l'aller, 3-4 heures de train au retour. Donc je pense que... Un peu comme le PSG finalement, ce qui a suscité une vive polémique, souvenez-vous, à la fin de l'été. Que dès que je peux, je fais des déplacements en train. Non, mais sérieusement, c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous y pensez, vous essayez de faire en sorte de l'éviter. Bien sûr. Malheureusement, la machine de l'État fait que... Non, mais je peux vous assurer que mes équipes regardent attentivement s'il y a une solution en transport ferroviaire. Dès que c'est possible et que c'est compatible avec des contraintes d'agenda dont malheureusement elles sont un peu fortes, on prend une solution en train. Vous-même, dans votre quotidien, qu'est-ce qui a changé? Quels sont les gestes que vous faites écolo que vous ne faisiez pas avant? C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années, donc je ne vais pas vous dire que jusqu'à présent, je consommais des énergies fossiles à tour de bras et que tout d'un coup, je me suis arrêtée. Mais moi, je suis effectivement attentive à prendre... Avant d'être Première ministre, je prenais les transports en commun. Là, vous voyez, ça n'est plus vraiment possible. Il y a le vélo, peut-être, non mais Le vélo aussi, ouais. Mais c'est pareil, ce n'est pas totalement simple en tant que Première ministre. Mais moi, je peux vous assurer, je pense vraiment qu'on a intérêt à aller vers une consommation dans laquelle on sort des produits jetables et on va vers des produits réparables, vers du réemploi. Et c'est quelque chose que j'ai porté dans le précédent quinquennat, là aussi avec une loi qui vise à encourager la réparation des produits avec un indice de réparabilité qui se met en place. Mais tout ça, moi, j'y crois énormément. Est-ce que vous consommez moins de viande aussi, par exemple? Pour donner l'exemple. Alors, il se trouve qu'à titre personnel, je consomme très peu de viande, mais je pense aussi, là encore, vous voyez, sur un point comme ça... Je suis quasi, oui, quasi voilà. végétarien. Mais ce n'est pas un modèle que je veux imposer à tout le monde. Non, mais c'est aussi, voilà... c'est le choix qu'ont fait beaucoup de Français déjà, d'ores et déjà. Je pense aussi que c'est important de consommer peut-être moins de viande, mais de la viande de meilleure qualité et d'éviter la viande importée. Et par contre, de plutôt faire appel à des produits français et donc de permettre à notre élevage aussi de continuer à exister. Est-ce que le terme d'écoterrorisme est un mot que vous utilisez? Ça n'est pas un terme que j'ai utilisé. Il a été employé par le ministre de l'Intérieur en faisant référence à des manifestants extrêmement violents qui peut-être se joignent à un mouvement de protestation par des gens qui peuvent effectivement être convaincus, même si en l'occurrence sur Sainte-Soline, je ne partage pas l'avis de ceux qui nous disent qu'on est en train d'aller dans le mauvais sens sur le stockage d'eau, parce que c'est des projets qui ont été travaillés depuis des années et qui se trouve que moi j'ai été préfète de la région Poitou-Charentes, donc c'est des projets que je connais bien. Contrairement à ce qui a pu être dit, ce sont des projets qui améliorent l'état écologique à la fois des rivières, du marais Poitevin, qui est juste à côté, et qui ne sont pas des projets dans lesquels quelques-uns accapareraient l'eau, mais qui sont des projets portés par des coopératives agricoles et qui tiennent aussi compte des besoins d'autres usages. Mais donc, en l'occurrence, dans le cadre de cette manifestation, il y a en effet des individus extrêmement violents qui ont pris à partie les forces de l'ordre. Je crois qu'il y a plus de 60 gendarmes qui ont été blessés. Donc, c'est des actes de violence que je condamne très fermement. Mais ce n'est pas du terrorisme. Je n'ai pas employé ce terme, mais en tout cas, c'est une violence qui est absolument intolérable. Aucune cause ne justifie de s'en prendre à des gendarmes, à des forces de l'ordre. Mais comment vous regardez plus globalement ces mouvements, ces activistes qui je pense qu'il ne faut pas mélanger les violences qu'on a vues à Sainte-Soline et les autres mouvements. Et un certain nombre de jeunes, surtout, qui sont très anxieux sur la planète qu'on est en train de préparer et qui le manifestent, comme on le voit sur votre reportage, par exemple, en bloquant, ça doit être le périphérique. Oui, c'est ça. Vous comprenez ces mouvements? Ces mouvements, je comprends l'anxiété des jeunes. Quand on voit votre reportage et votre deuxième scénario, qui est un scénario crédible, les jeunes qui pensent que les gouvernements n'ont pas conscience de l'enjeu, qui veulent alerter sur l'importance de l'enjeu, j'entends cette anxiété, je veux leur dire qu'on est parfaitement conscient des enjeux, qu'on agit et qu'on veut accélérer. Et qu'en l'occurrence, ils mettent en difficulté d'autres citoyens, voilà, pour lesquels ça n'est sans doute pas la bonne méthode d'action. Mais en tout cas, je comprends l'inquiétude et moi, je tiens vraiment à le dire, puisque c'est le
le titre de votre émission, nous avons les yeux ouverts et nous sommes déterminés à agir en demandant à chacun de prendre sa part, État, collectivité, entreprise, et en proposant des solutions, en évitant de laisser certains Français dans l'impasse. Et donc, c'est la détermination de mon gouvernement. Et si, en tant que Premier ministre, je suis en charge de la planification écologique, c'est aussi pour que tout le gouvernement soit mobilisé sur ces sujets et pour m'assurer que tout le monde, y compris dans toutes les filières économiques, toutes les filières industrielles, par exemple, se mobilise pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs, d'un mot, on sait qu'il faudrait réduire de 40% d'ici à 2030 les émissions de gaz à effet de serre. Puisque ça, c'est moins 55% maintenant. Et on y arrivera ? Alors, je pense que c'est important que chacun mesure la marche que nous avons devant nous. Parce que 2030, c'est vraiment demain. Il s'agit de faire plus en 8 ans que ce qu'on a fait en 32 ans. C'est ça. Donc, ça suppose en effet d'agir de façon déterminée. Mais vous savez, on le fait. Quand le président de la République a reçu, il y a quelques jours, les industriels des 50 sites qui émettent le plus de gaz à effet de serre. L'industrie, c'est 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. Ces sites, c'est 10%. Et qu'on leur demande de s'engager à diviser par 2 d'ici 2030 leurs émissions de gaz à effet de serre, on agit, on ne renvoie pas la responsabilité sur les citoyens, on donne effectivement des financements, mais pour faire effet de levier avec ceux que les entreprises vont mobiliser. Et je pense que c'est un bon exemple de la façon dont on peut, au travers de ces 10%, vous savez, c'est 2 tiers du parc automobile. C'est l'équivalent de 2 tiers du parc automobile. Donc, d'arriver à réduire ces émissions de gaz à effet de serre de l'industrie, c'est aussi un enjeu fondamental. Il nous reste 1 minute, Elisabeth Borne. Madame la Première ministre, si vous aviez un message à adresser aux Français ce soir, quel serait-il ? Est-ce que, si vous voulez peut-être même regarder les Français dans les yeux, la caméra qui est... Je ne sais pas où est la caméra. Ah oui, mais il y en a plusieurs. Peut-être mon message, c'est de dire que le défi, il est très important. Et effectivement, on doit accélérer la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais je peux vous assurer que le président de la République et que mon gouvernement est totalement déterminé à tenir cet objectif de baisse de 55% de nos émissions de CO2. Ça suppose la mobilisation de tout le monde, que chaque citoyen a sa part à prendre, mais que l'État, les collectivités, les entreprises doivent aussi agir et que la planification écologique France Nation Verte que je porte, c'est vraiment pour objectif de s'assurer que tout le monde avance dans la bonne direction. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je rappelle qu'il y a ce QR code qui vous permet en permanence de réagir et d'interagir aussi avec notre programme exceptionnel. Les sources sont fiables. Enfin, ça montre toutes les sources qui ont permis de faire ce scénario. Le métaverse aussi, qui vous permet de vivre un peu une autre expérience autour de ce programme. Merci encore d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Merci Aurélie. Oui, merci Bruce Toussaint. Dans Bonne soirée. La soirée continue sur BFM TV avec Maxime Switek.